Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler la mort de Charlie Munger, mais ça on va passer assez rapidement parce que c'est pas grand chose à voir avec Bitcoin. Ronaldo qui est traduit en justice pour avoir fait de la pub pour Binance, donc on va creuser un petit peu ça dans le contexte un petit peu d'asphyxie et de diabolisation, on va dire, des exchanges centralisés en crypto. Et puis, on va faire beaucoup de price action parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la price action aujourd'hui. Allez, intro. Alors assez rapidement, tous les dons de la chaîne sont reversés, enfin tous les bénéfices de la chaîne sont reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque. Donc hier on a fait un versement de 12 000 euros. Globalement, comment ça fonctionne? En fait, les enfants sont identifiés dans leur pays comme étant malades du cœur. Hein. L'idée c'est de les opérer. Ensuite on organise leur voyage vers la France. Ensuite il y a leur prise en charge chirurgicale, un séjour dans les familles d'accueil françaises qui ont, on va dire, la générosité de les accueillir et ensuite ils rentrent chez eux. Alors nous, on en est là, c'est-à-dire que l'enfant a déjà ses papiers, etc. On va avoir un lien privilégié avec l'enfant puisqu'on a payé son opération, hein, d'une certaine manière, dans sa totalité. On en est là, c'est-à-dire qu'ils vont donner le go pour dire « Ok, maintenant, tu peux prendre l'avion ». Et concrètement, après, il est pris en charge par Aviation Sans Frontières, donc il ne paye pas le prix du billet, etc. Et je vous donnerai réellement le portrait de l'enfant uniquement quand son opération sera terminée, puisque c'est des opérations qui sont assez compliquées. Donc, bien évidemment, on va dire c'est pas extrêmement difficile d'arrêter un cœur et de l'opérer. Le plus difficile, c'est pour l'enfant derrière, enfin de faire repartir le cœur tout simplement, et puis que derrière la réanimation se passe bien. Donc, je vous donnerai réellement des informations, je pense, que quand vraiment l'enfant sera tiré d'affaire et qu'il sera revenu dans sa famille d'accueil. Voilà pour le point, on va dire, mécénat chirurgie cardiaque. Derrière, on est ici sur le BTC face au dollar. Alors, nous, on voyait potentiellement BTC nous donner un petit rebond dans cette zone-là, mais pas tellement dans celle-ci. Vous voyez que cette 4 heures ici a tenu pour le coup, et c'est elle qui nous renvoie finalement vers le top. Ce qu'on peut dire à ce stade, c'est que cette 1 heure-là a été cassée, et ça, c'est très important. Au moment où on la casse, c'est extrêmement important. Même si on l'a passée, vous le voyez, là, je suis en 4 heures. Si on l'a passée en 4 heures, elle a été cassée également. On a eu une ouverture et une clôture au-dessus. Donc, même en 4 heures, on pourrait la passer en daily, mais ça aurait pas vraiment de sens. On va dire que ce qu'on peut dire éventuellement, c'est que si on a une daily, personnellement, je la garderai un peu plus basse, c'est-à-dire par là. Donc, si jamais on a un rejet violent aujourd'hui et qu'on repasse sous les 37,3, à ce moment-là, on pourra dire que la daily a tenu. Donc, celle-là, je la tiens à peu près par là. Et personnellement, ce que je ferais, bon, alors, c'est ma manière de voir la price action, mais personnellement, ce que je ferais, c'est que je prendrais la 1 heure qui est là et je la décalerais ici, tout simplement. À peu près par ici. En gros, c'est jamais pour celui qui était baissier, hein, et ça serait la même chose dans l'autre sens, c'est jamais une très bonne chose que de bouger un niveau, bien évidemment, vers le haut, vous l'aurez compris. Là, on peut la mettre, quelque part par ici. Donc là, si on la réintègre, bon, ça veut dire qu'on ne cassera pas le top. Sincèrement, ce qu'on peut voir, en fait, ici, c'est une jolie défense des shorters sur à peu près toute la zone. Globalement, ici, ça a défendu, ici aussi, ici aussi, ici aussi. Ici, on sent très bien que ça a augmenté ses positions. Là, c'est en train de le faire. Maintenant, en termes de momentum réellement, d'appuyer sur le bouton Market Sell pour que, effectivement, ça descende, on voit nécessairement que ici, la price action nous dit, bon, il y a quand même des bonnes chances de venir faire un plus haut ici et de bouffer une partie de cette boîte de liquidité à minima. Donc, voilà comment je vois les choses. Ça veut dire que les longues pour le moment ont le momentum, on essaye de casser le top mais on n'y arrive pas, donc on reste attentif ici. Ce qu'on veut nous c'est une mèche, c'est-à-dire réintégration rapide, tout simplement exactement ce qu'on avait joué ici en fait, c'est-à-dire là on se disait bon on est dans la liquidité en étant ici en short dans cette zone là. Il va falloir défendre la position et tabler que sur une mèche, c'est-à-dire qu'on veut un refus rapide ici, on veut que ça rejette violemment, c'est ce qu'on avait eu. Derrière, on vient rebondir sur cette 4 heures. Ici, voilà, ce qu'on veut, c'est à nouveau une mèche. C'est-à-dire, on veut la confirmation, finalement, que s'accumulent des positions short ici et que ceux qui ont l'argent, ceux qui ont le portefeuille le plus profond, en fait, finalement, arrêtent pour accumuler des positions plus importantes, arrêtent, finalement, ici, de vendre ou d'une certaine manière, laissent le prix remonter
grâce à un momentum longueur, on va dire, et ici, ils défendent systématiquement une position qui existe déjà, et on va dire que c'est eux qui ont les poches pleines pour pouvoir défendre cette position ad vitam aeternam. Pour le moment, c'est à peu près ce qu'on voit. Maintenant, sincèrement, voilà, le fait qu'on n'enfonce pas, à aucun moment on enfonce réellement la structure, on sent qu'il y a une accumulation de short sur cette structure, d'accord, qui est défendue. Maintenant, ça peut très bien, et si leurs poches sont tellement pleines que ça peut laisser venir prendre les stops ici, d'ailleurs, puisque l'idée dans cette psychologie-là, c'est que au moment où ici, des shorts qui n'ont pas les poches pleines, pour le coup, qui ne sont pas capables de défendre leur position parce qu'ils ont ouvert des positions trop grosses, se feront liquider. Eh bien, à ce moment-là, pour ces personnes-là, ça leur mettra en fait finalement un acheteur devant leur acte de vente. Quand vous shortez, vous comprenez que c'est pas que vous faites un acte de vente, mais vous avez besoin, on va dire, d'une poche de liquidité pour tout simplement ouvrir vos positions. Et oui, effectivement, vous empruntez un BTC et vous le vendez tout de suite. Donc vous avez besoin, si vous voulez ouvrir de gros ordres sur cette zone-là, tout simplement d'avoir également un acheteur en face. Or, quand vous vous faites prendre votre stop loss ou que vous faites liquider en short, c'est typiquement un ordre d'achat. Comment fonctionnent les shorts? J'emprunte un BTC à l'exchange, je le vends tout de suite, d'accord? Admettons que j'ai emprunté un BTC, on va dire $20 pour simplifier. Je le vends, donc je le vends au prix de $20, d'accord? Donc j'ai une dette de 1 BTC. Ensuite, le BTC descend. Ici, on arrive par exemple à $18. Qu'est-ce qui se passe? Je rachète le BTC et je le rends à l'exchange, d'accord? C'est ça qu'on appelle de la vente à découvert. Et entre les deux, vous comprenez que j'ai vendu quelque chose à $20 et que je l'ai racheté à $18. J'empoche la différence, moins tout simplement les frais de crédit, c'est-à-dire l'emprunt du BTC que j'ai pris. Que ce soit le levier, que ce soit le short, etc., que ce soit le levier en short, tout marche pareil. Donc quand je me fais clôturer, ça m'oblige à racheter plus haut, d'accord? Admettons qu'ici on soit monté à $22, mon stop était à $22. À ce moment-là, ça m'oblige à faire un acte d'achat à $22 et à rendre le BTC à l'exchange. Et là, pour le coup, vous comprenez que j'ai vendu quelque chose à $20 que j'ai racheté à $22, ce qui fait que j'ai fait une perte, tout simplement. Donc le short fonctionne comme ça, il faut vraiment bien le comprendre. C'est pour ça qu'un short squeeze fait monter le prix, puisque c'est un ordre d'achat. Si j'ai un short squeeze, mais qu'en face, j'ai pas de gros ordres qui veulent, tout simplement, dans le carnet d'ordre, venir protéger une position ou encaisser, effectivement, vos stops qui sont au-dessus de ça, si j'ai pas ça, eh ben, le prix monte en flèche, puisque c'est un acte d'achat, d'accord ? Si on prend les stops des shorts, bon bref, okay, je vais pas le répéter 10 fois. Bon, ensuite, Ethereum, BTC. On va se mettre en 4 heures. Alors pour le moment, il fait un peu la gueule, notre ami Ethereum par rapport à BTC. Vous le voyez ici, on est en descente. Alors bon, on est toujours dans cette structure haussière pour le moment. Il va falloir protéger tout simplement cette 4 heures-là si jamais on veut se reprendre. En tout cas, ce qu'on peut dire de ce côté-là, en termes de price action, c'est que ce momentum-là, cette trend-là a été perdue. Donc on peut même la dégager. Hop, pardon, on va y arriver. Voilà. Hop. Et voilà, en l'occurrence, pour le moment, voilà, le momentum, il se situe plutôt comme ça, si jamais on rebondit sur le point actuel. Quelque part comme ça, voilà, et encore même pas, voilà. Bon, on peut dire, en tout cas, le prochain, on va même l'enlever, le prochain niveau, ça va être ce 4 heures-là. Un petit peu, alors on va ici regarder, voilà, vous voyez qu'Ethereum, il stagne un petit peu dans sa zone, là, il a légèrement repris, il était parti de 2000 à 2070, mais il veut pas aller chercher, pour le coup, lui, ses positions supérieures, c'est-à-dire au-delà des 2170, 2200, d'accord? On n'a pas ce mouvement. Est-ce qu'on va l'avoir? C'est possible, bien évidemment. Maintenant, pour le moment, on va dire que ça, il n'affiche pas une force par rapport à Bitcoin qui soit substantielle. En ce qui concerne le total des alts contre Bitcoin, et ça c'est pour moi en ce moment la charte la plus importante, est-on en alt season ou pas? Alors ben non, on n'est pas en alt season, d'abord parce que la Bitcoin dominance, elle augmente. La part de Bitcoin au travers de toutes les crypto-monnaies est à l'augmentation. En général, une alt season, on va quand même demander à ce que la dominance de Bitcoin soit à la baisse, c'est relativement normal. Maintenant, on a quand même un total des alts qui va venir faire une jolie performance par rapport à Bitcoin dernièrement. Pourquoi ça? Parce que vous le voyez sur le total 3 moins la stablecoin dominance, et là c'est important pour moi d'enlever la stablecoin dominance, pardon. C'est important pour moi d'enlever la stablecoin dominance parce que on a beaucoup en ce moment du USDT qui sont mintés, donc qui sont mis sur le marché, on va dire. Et là, ce qu'on peut dire éventuellement, c'est que vous le voyez, on a d'une certaine manière ici, on s'est fait rejeter par ce niveau-là.
Et on l'avait dit, hein, on avait dit que c'était là que c'était important de rejeter pour ne pas altérer la structure. Et à partir de là, deux solutions. Soit on casse le niveau qui est celui-ci sur la prochaine tentative, auquel cas on aura effectivement une structure de retournement, ou en tout cas la structure repassera haussière, 1, 2, 3, 4, un plus haut, d'accord. Au moins on aura un vrai changement de caractère sur la structure des alts. Donc là on regarde la performance, je le rappelle, de toutes les alts hormis Ethereum contre Bitcoin. Soit on continue tout simplement sur cette structure baissière là, et en l'occurrence c'est quand même ce qu'on devrait privilégier peut-être à ce stade. Donc on va voir ici, en tout cas ça s'est bien repris ici, mais ça n'a pas repris le top, et pour le moment on est sur une zone, un petit peu une non-zone, on va dire ça comme ça. Cette traîne pour moi elle n'est pas extrêmement intéressante, celle-ci non plus sincèrement. Bon, on peut voir ici si éventuellement ça revient nous faire quelque chose comme ça, mais voilà, rien de bien intéressant sur cette zone-là, en tout cas pour moi. Voilà, tant que ici on n'a pas bien tout simplement ce top qui est cassé, on peut d'ailleurs se rajouter une alerte, bien on ne peut pas réellement parler d'altcoin season, ou en tout cas de surperformance des alts par rapport à Bitcoin. Alors bien évidemment ici on regarde un total, donc c'est-à-dire que vous allez avoir des alts qui vont surperformer Bitcoin, et ce largement, et vous allez avoir des alts qui vont sous-performer Bitcoin, et ce largement. Par exemple DOT, ADA, toutes ces choses-là sous-performent Bitcoin énormément en ce moment, et puis derrière vous avez des choses comme Solana, etc. qui le surperforment. Je ferai une vidéo dans la vidéo affiliée, on fera justement, je pense, un gros point sur les paires contre Bitcoin. C'est-à-dire, si vous investissez sur des alts, l'idée c'est quand même de surperformer Bitcoin. Donc vous allez avoir des structures qui sont assez propres contre Bitcoin, et l'idée c'est quand même ici, bien évidemment, d'attraper ces structures quand elles sont plutôt en bas. Le CME, on a eu quelques différences entre ce que nous disait la structure du CME hier et ce que nous disaient les exchanges. Donc il faut bien suivre ça, parce que maintenant on est plus tradé sur le CME que sur Binance en termes d'open interest. Donc il faut bien suivre ce qui se passe sur le CME, bien évidemment. Si vous voulez, on va dire un juge de paix, on va dire ça comme ça, pour moi c'est le spot qui doit primer. C'est-à-dire que là pour le coup, si je vous prends, là on est sur l'index, très bien. Ou alors vous pouvez prendre Coinbase, Coinbase est à peu près propre en termes d'action de prix. Le top n'a pas été pris non plus. Vous voyez que la 1 heure a été prise en revanche, mais que sur le spot, pour le coup, on pourrait ici, par rapport aux perps, les perps c'est des prises de liquidité, donc voilà. Sur le spot et la demande au spot, on pourrait éventuellement juste passer cette 1 heure en 4 heures. Et pour l'instant, elle n'est pas cassée. Si jamais dans les 4 heures qui arrivent, donc c'est-à-dire bientôt là, 9h à 13h, donc dans 2 heures, on n'a pas réintégré ça, il nous faudra clôturer cette 4 heures et se dire ça y est, on s'est installé au-dessus de ce point-là. Mais sincèrement, le plus propre que vous puissiez regarder, c'est bien sûr le spot. Maintenant, vous êtes obligé, bien évidemment, si vous tradez en levier, etc., d'aller choper des trucs un petit peu au dollar près, on va dire ça comme ça. Et donc du coup, là en l'occurrence, on est sur BitGet. Je profite pour vous dire, vous voyez bien ici le code d'affiliation. Encore une fois, tous les bénéfices de la chaîne sont reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque. Donc si vous faites ici des frais de trading dans ce cadre-là, ça comprend bien évidemment également les frais d'affiliation. Donc c'est les frais les frais commerciaux de pub, les pubs que vous allez... Ah, on vient juste de prendre le top sur BitGet en tout cas. Hop, ça vient également de suivre là à l'instant sur le spot. Voilà, vous voyez, on a toutes les alarmes qui se mettent en forme. Je mets en pause une petite seconde. Excusez-moi, oui, donc du coup, donc prise du top, et c'était plus ou moins ce qu'on sentait arriver quand même, c'est-à-dire ici, vous êtes dans la liquidité, ça sous-entend de défendre votre position. Moi, pour le coup, je le fais à la liquidation, mais... Ce qu'il faut comprendre ici, donc du coup, je double ma position dans cette zone-là, et j'utilise la réponse pour venir soit la déjauger un peu plus bas, c'est-à-dire prendre quand même du profit sur le fait que dans la réponse, je sais que cette zone est défendue, si vous voulez. Là, à partir de là, ça se fait pas n'importe où, ce genre d'histoire. Et ça se fait pas avec n'importe quelle taille de position. C'est-à-dire que nécessairement, vous devez ici apporter un degré de confiance, on va dire, au fait que le short squeeze ne se passera pas parce que vous avez des informations qu'il y a une forme de défense. Donc à partir de là, on va dire, imaginez que vous avez doublé votre position ici, vous vous dites, bon, on n'est peut-être pas au bout de cette histoire. Alors vous avez différentes manières de le voir.
Là, par exemple, admettons si on prend ici ce point-là, donc toutes ces mèches-là, on peut se dire que le prix, si jamais il y va maintenant, va pouvoir venir pousser à 37 800 par exemple, revenir faire un bisou ici, vous le voyez, à le haut de cette accumulation, par exemple. Donc ça, c'est des choses intéressantes. Vous devez vous dire, bon, qu'est-ce que j'accorde comme confiance, on va dire, au fait que ça va dumper X%, donc du coup, je prends une position, admettons, si là, je suis en position de 1%. Moi, en l'occurrence, c'est une position qui était gratuite parce qu'elle avait été ouverte ici et elle avait été totalement dérisquée ici. C'est-à-dire que la liquidation ne me coûte rien. Donc là, en doublant la position, je reprends le risque initial que j'avais pris ici. Donc ça me va, sincèrement. Et voilà, j'essaye de, si j'ai envie de déjauger, c'est-à-dire si j'ai envie de diviser cette position par deux, je le fais plutôt en profit que directement à break-even. Sinon, ça n'a pas vraiment de sens de venir prendre un risque double si c'est juste pour se déjauger à break-even. Maintenant, vous pouvez aussi vous déjauger à break-even si vous sentez vraiment que vous avez les fesses qui font bravo parce que effectivement le prix peut vous donner un 40K tout de suite, et ben vous redivisez votre position par deux et vous dites ben moi je reste dans ce risque de 1%. Moi c'est ma méthode, c'est ma manière de faire pour trouver les tops parfaits, on va dire comme ceci. Et voilà, après il faut aussi bien évidemment avoir dans l'idée que le prix va corriger à un moment donné et qu'il va bien évidemment, si vous n'êtes pas du tout dans cette idée là et si vous êtes sur du long only, et c'est tout à votre honneur puisque a priori la structure ne se retourne pas jusque là, et bien à ce moment-là, restez comme vous êtes, c'est très bien, d'accord. Voilà un peu l'idée. En tout cas, voilà, là on a défendu. Ici, on a mis notre ordre de vente un petit peu plus bas. Et en l'occurrence, on va voir ce que ça donne. On a fait total 1, total 2, total 3. On a fait Ethereum BTC. On va pas nécessairement faire stablecoin dominance aujourd'hui. Ici, on a minté, vous le voyez, un petit peu du USDT. Donc ça, c'est bien. Comprenez bien que minter de l'USDT, ça veut pas dire de l'achat, ça veut dire de l'achat dans le futur, d'accord. Ça, c'est de l'USDT qui reste de l'USDT. À partir du moment où on a de l'achat, c'est quand ça descend. C'est-à-dire que l'USDT est burné puisque il n'existe plus, il a été acheté en crypto, etc. Et donc du coup, il est burné. Donc ça veut dire qu'on commence à avoir du monde, sincèrement, qui commence à se positionner, que ça soit plus bas ou plus haut. En l'occurrence, là, il y a eu, je pense que c'est un bug, ça, pour le coup, parce que c'est quand même énorme d'être monté ici à plus 10 milliards. 4 milliards, pourquoi pas, c'est possible que ça soit le cas. Mais voilà, il faut bien comprendre ici, ça c'est des ordres en attente pour le moment. Maintenant, ça veut dire que les dips vont être rachetés. À partir de quel endroit, on ne le sait pas pour le moment. Stablecoin dominance, on est toujours dans un range en bas pour le moment. En tout cas, c'est ce que je vois. Je mets en pause, excusez-moi, coup de fil. Stablecoin dominance, donc on est toujours dans ce range pour le moment. Alors soit ce range nous annonce un bottom, c'est-à-dire que là on va faire un W et on va repartir en haut, soit c'est une figure de continuation, c'est-à-dire que la stablecoin dominance va baisser avec une augmentation bien évidemment si la stablecoin baisse de vos cryptos. Pour le moment vous avez les deux niveaux ici qui sont importants à regarder à mon sens. Ici un 4 heures, un petit 15 minutes en bas, et ici un 4 heures en haut. On a fait simple sur la stablecoin dominance histoire de pas s'embrouiller. Ensuite les news, bien, la CFTC qui a envoyé une demande à Coinbase de savoir qui dans Coinbase a interagi avec Bybit. Donc il faut bien comprendre que dans le contexte d'asphyxie, on va dire des exchanges, Bybit est désormais dans le viseur de la CFTC. Et ici visiblement, je pense qu'il s'agit de gens qui n'auraient pas fait leur KYC sur Bybit à l'époque, qui auraient interagi avec Bybit via les États-Unis. Et vous voyez qu'on demande à Coinbase de donner les adresses. C'est-à-dire que à partir du moment où vous êtes KYC sur Coinbase et que vous avez fait par exemple un envoi d'USDT vers Bybit et ce aux États-Unis, et bien à ce moment-là, Coinbase vous a envoyé un mail aux États-Unis et vous a demandé de vous manifester. FTX qui transfère beaucoup de Matic et beaucoup d'Ethereum vers Coinbase et OKEx. Donc ça sous-entend peut-être un petit peu de pression vendeuse. On repousse l'ETF de Franklin Templeton et ça a été le cas pour un autre, je sais plus lequel, je crois que c'est VanEck, mais je suis pas sûr. Pardon. Et ils étaient censés sortir ces ETF au 1er janvier. Donc un mois avant, vous avez la SEC qui dit non mais de toute façon là la deadline du 1er janvier ça se fera pas. Ça c'est pas une très bonne nouvelle au sens où ça les aligne à la date limite qui est celle de ARK 21. ARK 21 Shares, la date limite c'est le
Premier 10, vous voyez que c'est le premier ETF qui a été demandé, donc le 10, pardon, janvier, le tout premier ETF qui a été demandé, et pour le coup, ça serait la deadline où la SEC refuse. Si jamais on va jusqu'au 10 janvier et qu'il ne s'est rien passé, alors la SEC peut encore demander pour les bonnes questions, etc. Si jamais elle a effectivement les bons arguments, elle peut demander des changements. Par contre, Franklin, visiblement, c'est HDEX, pardon, celui qui a été repoussé également. Vous le voyez, les deux ont été repoussés ensemble, ils avaient une deadline au 1er janvier, donc désormais ça c'est devenu rouge, et en l'occurrence, eh bien vous le voyez ici, en ce qui concerne les prochains, on est sur le 15 janvier, donc la seule vraie deadline qui va nous rester, puisque la SEC semble refuser ad vitam aeternam et délayer et demander des refillings, c'est-à-dire plus d'informations sur les ETF, eh bien ça restera la deadline désormais du 10 janvier. Est-ce que ça nous annonce qu'il ne se passera rien avant le 10 janvier ? Pour moi, oui, du coup. Et moi, je voyais plutôt des ETF qui sortent plus tôt que ça et qui soient alignés tous ensemble, les 12 ensemble. Là, visiblement, vous voyez qu'on aligne tout le monde au 10 janvier, donc vraisemblablement pas grand-chose avant le 10 janvier. Et oui, le suivant, c'est HDEX. La mort de Charlie Munger, Charlie Munger, c'était l'associé de... Warren Buffett dans Berkshire Hathaway, 99 ans, donc on suppose qu'il a eu une belle vie. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce mec-là aurait été prêt à donner la moitié de sa fortune pour quelques semaines de vie en plus ? Et je pense que oui, c'est le cas. Donc voilà, n'oubliez pas de vivre, bien évidemment, même si vous êtes riche. Shrapnel avec un petit procès dans l'air, visiblement, une tentative de prise de contrôle de l'actionnaire majoritaire et de virer le CEO. Shrapnel, c'est un jeu, on va dire, type Counter-Strike sur la blockchain, sur lequel moi, personnellement, je suis positionné, que je trouve très boule. Malheureusement, bien évidemment, ce procès en vue nous dit que peut-être, pour le moment, ça sera pas pour tout de suite le pump sur Shrapnel. Ensuite, Ronaldo qui est poursuivi pour avoir fait la promotion de Binance. Alors, est-ce qu'on peut dire à un footballeur, bon, ça dépend s'il a touché des BNB, etc., s'il était vraiment au courant, s'il l'a fait via une société également, puisque vous avez un droit différent si vous le faites en tant que particulier, en tant que société. Je suppose que Ronaldo a des sociétés. Et donc, du coup, là, ici, on a un procès qui va à nouveau rentrer, encore une fois, dans ce contexte d'asphyxie des exchanges et de diabolisation des exchanges centralisés. Attendez-vous, bien évidemment, à ce que BlackRock vienne vous dire que son vecteur, le vecteur ETF, est le meilleur vecteur. Achetez des BTC via votre banque, qui eux-mêmes les achètera à BlackRock, qui eux-mêmes les achèteront à Coinbase, est le meilleur vecteur pour être tout simplement dans les clous par rapport à la régulation. Donc ce qu'on peut attendre dans cette zone-là, c'est tout simplement à ce que les exchanges soient diabolisés, asphyxiés, etc. Et quoi de mieux que Cristiano Ronaldo, qui est quand même le footballeur le plus célèbre au monde, pour diaboliser les exchanges aux yeux tout simplement des particuliers. Donc là, on est tout à fait dans la narration qu'on abordait hier. Et voilà. Ici, 500 000 BTC qui ont un coût de revient situé entre 36 000 et 38K. Effectivement, on a eu beaucoup de transferts de BTC sur la zone. Si jamais on passait en dessous, ça pourrait nous rentrer dans un panic sell, au sens où ces gens-là seraient en perte latente et ils pourraient vendre à perte. Et au-delà des 38,5, finalement, on aurait tellement de BTC qui sont en profit que peut-être ça pourrait enclencher de la perte. Encore une fois, ici, ce sont des peut-être. Alibaba qui déploie son subnet sur Avalanche. Alibaba, c'est énorme, hein, il faut comprendre en termes de volume, etc. Je crois que c'est en dizaines de milliards le chiffre d'affaires d'Alibaba. Et donc là, ici, ils ont leur subnet sur Avalanche, extrêmement intéressant. N'hésitez pas à venir vous abonner sur le Twitter de la chaîne si vous voulez ces informations en temps réel. Ici, eh bien, on parle toujours de Charlie Munger. Ici, on parle toujours de Ronaldo. Ici, on parle d'une attaque sur Aérodrome. Attention, hein, sur les exchanges décentralisés. Pas mal d'attaques en ce moment. Donc voilà, attention à ça. Solana qui nous fait un petit rebond. Je crois qu'il est autour des $60 là tout de suite. Qu'est-ce qu'on pourrait apprendre de Charlie Munger? Standard Chartered qui commence à offrir des services en Chine grâce au yuan digital. Donc vous voyez ici le yuan digital qui commence quand même à prendre un petit peu sa place. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, hein, je veux dire qu'on aime les monnaies numériques de banque centrale ou pas, je pense que c'est une porte nécessaire d'une certaine manière.
perte de, bien sûr, perte de liberté, mais expérience utilisateur plus intéressante. Donc oui, je suis contre, mais d'une certaine manière, je pense que, admettons qu'on ait tous de l'euro digital et qu'il soit proposé sur les exchanges, eh bien on aura ici une porte d'entrée vers les exchanges. À un moment donné, il faudra bien payer vos taxes, hein, les copains. Hein. Il y a ici, enfin c'est ce que j'expliquais hier également, vous allez vous faire, sinon, vous allez vous faire mettre sur la touche tout simplement. Donc voilà, pour moi c'est important de payer ses impôts. On habite dans un pays. Alors vous pouvez vous casser à Dubaï si vous voulez, hein, si jamais votre personne importe plus et votre lieu de vie importe plus que la communauté, ou à ce moment-là, si vous vous dites bon bah moi ce que je veux c'est être riche avant tel âge, vous vous cassez à Dubaï, vous vous cassez à Malte, vous vous cassez dans des endroits où et il y a aucun problème avec ça non plus. Je veux dire c'est un choix de vie, vous le faites exactement comme vous voulez. Par contre si vous résidez en France, eh bien il va falloir passer par la case impôt. Aujourd'hui, on aura la révision du GDP aux alentours de 14h30. Donc ça sera, je pense, un rendez-vous quand même un petit peu important. C'est-à-dire qu'on saura si le GDP du troisième trimestre, et c'est la première révision, c'est-à-dire que on le revoit une première fois. Je crois qu'il était assez important. Je m'en souviens plus du chiffre exact, mais non, on peut pas cliquer dessus. Je me souviens plus du chiffre exact, mais il était assez important. Si je me souviens bien. Au trimestre dernier, enfin quand on l'a annoncé. On va voir le forecast. Si l'ordinateur veut bien aller aussi vite que moi, qui suis quand même relativement lent aujourd'hui, hein, vous l'aurez compris. CPI 12 décembre, non, on est un petit peu au-dessus. Et on cherche le GDP, et aujourd'hui on est le 29 novembre. GDP. Voilà, deuxième estimation. Le consensus, le Previous nous avait dit 2,1, donc non, là il y a un souci. 5% au consensus. C'est la deuxième estimation, première révision, ouais. C'est bizarre ça, qu'on nous donne 2,1. Non, je crois qu'il me semble qu'il était à 4,9 sur l'année, hein, c'est ça. Hein. Donc il était à 4,9 pour moi. Donc le previous là, ils ont dû se tromper peut-être. Et donc consensus à 5% de croissance sur l'année. Pareil beaucoup aussi, mais je crois que c'était ça les chiffres. Hein. 2,1 sur l'année, 5% sur l'année. Je me rappelle plus exactement. Il faudrait regarder dans le détail. Alors oui, c'est ça. La précédente était de 4,9 sur l'année et le consensus est à 5. Donc ça voudrait dire que l'estimation soit très légèrement au-dessus. Oui, c'est ça. Et 2,1 en fait, c'est sur le quarter. C'est pour ça qu'il y a une erreur dans donc le quarter, le trimestre. Donc ici, regardez bien à 14h30 comment ça va se passer de ce côté-là. Ensuite, on a terminé sur les news, on va faire une petite page de pub, et puis après ça, on envoie la liquidité. Allez, on y va pour la page de pub. Quels sont les moyens d'aider la chaîne ? Eh bien, tout simplement, il y a déjà le bouton rejoindre ici sous les vidéos qui, moyennant une cotisation de 10 € par mois, vous permettra d'accéder à des vidéos privées. Ces vidéos, je les poste tous les jours. Vous voyez, on est déjà ici à la vidéo numéro 57. Et dedans, on a des analyses approfondies sur le BTC, du risk management, du trade management, des analyses d'altcoin également. Voilà, petite vidéo tous les jours d'une vingtaine de minutes que je produis en plus spécifiquement pour les affiliés YouTube. Il y a aussi un moyen par le Discord d'accéder à ces vidéos. D'abord, vous venez sur le Discord, vous vous présentez ici. Il faut donc écouter ce que vous dit le bot ici de manière à accéder au serveur et ensuite rendez-vous sur l'onglet ici vidéo privée et vous pouvez lire ici toutes les choses qui vous permettront d'accéder effectivement à ces vidéos. Deuxième chose également, vous avez bien sûr le stand de merchandising que vous allez pouvoir retrouver sur la chaîne. Et qui, du coup, vous permet d'acheter des t-shirts Crypto Signal. Vous voyez, il y a quelques t-shirts marrants également. Et voilà, ça aide beaucoup également. Et puis, dans la description de la vidéo, vous avez tous les autres liens ici qui vous permettront également d'aider la chaîne, à savoir achat de Cold Wallet Ledger, abonnement à iBlock, que moi j'utilise beaucoup, tous les autres liens sur les autres plateformes également que nous proposons, mais aussi des indicateurs type Luxalgo, etc., quelques bouquins sur Amazon. Bref, n'hésitez pas à aller regarder tout ça. En plus de la vidéo publique, il y a donc pas mal de choses et notamment, je pense, le Discord qui fonctionne très bien avec, vous le voyez ici, eh bien toute une communauté qui va poster ses analyses et donc ça c'est quand même extrêmement intéressant. Je vous laisse là-dessus, merci de votre écoute, à très bientôt.
Alors, liquidité, on a liquidé 102 millions, donc une journée normale plus, on va dire. La moitié à peu près sur Bitcoin Ethereum, donc c'est une journée normale également. Et on a globalement les classiques, une petite entrée de Super ici et de MDT dans les quotas de liquidation. On a liquidé principalement du long, et ça c'est curieux parce que l'action de prix a été plutôt haussière. Donc vous voyez que on va aller voir ici sur la liquidité, mais ça nous donne une info intéressante. Carnet d'ordre, on n'est pas sur le bon, mais vous voyez ici la zone de bataille un petit peu que vous avez sur Bybit. En ce moment, des ordres à la vente qui défendent, des ordres à l'achat qui défendent, c'est une zone de combat, tout simplement. Ici, vous pouvez utiliser le carnet d'ordre pour trader. Personnellement, je trouve que c'est pas... Enfin, l'order flow est bien, mais quand vous utilisez, on va dire, des time frames plus importantes. Voilà, c'est ça. Là, en gros, moi, ce que je regarde... Bon, on va passer sur l'order flow aujourd'hui, de toute façon. Et on y va sur les leviers. 2 points ont été pris sur les leviers. On a pris celui-ci et celui-là, puisqu'on est venu prendre le top, tout simplement. Globalement, je vois quand même plutôt du long ici, donc on aurait peut-être un point à venir chercher à peu près sur cette zone-là. Maintenant, l'action de prix suit, le funding suit l'action de prix, d'accord? C'est-à-dire qu'on liquide du short également. Par contre, on peut dire qu'il y a du long, effectivement, parce qu'on a cette augmentation de l'open interest. Le nombre de contrats en circulation est à l'augmentation. Ici, ce qu'on peut voir, c'est que les ordres maker-taker, donc en taker à la vente, on a eu des beaux ordres ici. C'est-à-dire qu'on a des gens qui ont appuyé sur le bouton, on va dire, vente avant, et dans le carnet d'ordre, on voit qu'il y a quand même une défense sur zone au travers des shorts. C'est ce que je vous expliquais en début de vidéo. Après, sur Bybit, en ce qui concerne les liquidités, on voit qu'il y a quand même quelque chose peut-être jusqu'à 37,8. Hein. Et à l'achat, on n'a pas grand monde en face, si ce n'est cette grosse position. Elle n'a pas encore été sortie, en tout cas selon l'algorithme de nos amis de iBlock. Si iBlock vous intéresse, en ce moment, il y a moins 60% sur le Black Friday. Et n'hésitez pas à passer par les liens de la chaîne. Derrière, on est à l'équilibre en ce qui concerne shorter-longueur. On avait un peu plus de shorter ici. Et je m'excuse, hier, il y avait un bug sur iBlock. C'était moi, il fallait que je refresh et je l'ai pas fait, donc du coup en fait l'analyse d'hier doit être la même que celle d'avant-hier parce que j'ai pas fait attention, parce qu'il n'y avait pas énormément d'actions de prix, mais en gros voilà. Concrètement ici par contre sur Ethereum on a plus de short que de long. Ethereum ne veut pas venir faire un vrai mouvement de liquidation, peut-être qu'il va nous le donner dans la journée, hein, pourquoi pas. Sur la une semaine, excusez-moi je suis sur la one year là, hop, ici, la une semaine. Sur la une semaine, en termes de heatmap, donc les points chauds de liquidation, les endroits où sur une semaine on pourrait avoir envie d'aller, vous voyez que désormais 39,2 est l'endroit où il y a le max de liquidité, on va dire en haut, et vous voyez qu'on a laissé une très belle zone ici sous les 35. Est-ce qu'on va juste croquer un bout de ça pour aller finalement revisiter ça? Ça dépendra un peu de la liquidité intermédiaire, si jamais on traîne sur la zone. Pour l'instant, l'action de prix, vous le voyez, on est en train de remonter des 4 heures, de remonter des 1 heure, etc. Nous dit que le top n'est pas du tout une certitude. Donc encore une fois, on peut revenir visiter ce top une nouvelle fois. Et sur la 7 jours, sur Ether, eh ben on n'a toujours pas pris là cette zone autour des 2170. 2285 éventuellement en haut. Personnellement, j'avais une entrée à 2170 sur Ether. Pour l'instant, je l'ai enlevé. Je me ravise, j'attends de voir un petit peu sur la zone si on a quand même une structure, etc. C'était une position assez importante tout de suite. Hein. Je voulais envoyer péchu parce que je pense que quand on aura pris ça, eh bien, on peut descendre. Maintenant, ce qui me fait peur, c'est que vous voyez ici, depuis le 26, on a pas mal forci là-dedans. Donc, si c'était resté un peu fade comme ça, oui. Là, maintenant, je préfère attendre une structure avant de venir shorter éventuellement là-dessus. Derrière, 1980, en bas c'est 1820 dorénavant et 1620 qui sont les poches de liquidité en bas. Vous voyez que sur Ether, c'est ce que je vous expliquais, il y a plus de short que de long concrètement, donc c'est difficile de comprendre pourquoi on fait pas ce short squeeze sur Ether. C'est pareil, ça doit être défendu aussi et voilà, en ce moment je trade assez peu Ether, donc voilà, je l'attends plus haut sur un de mes longs. Si jamais il pouvait y aller, ça serait très très bien. Maintenant, voilà. Allez, on va sur la vidéo, on fait la conclusion de la vidéo. Alors, concrètement, oui, jolie mèche de défense ici en 15 minutes une nouvelle fois.
La structure reste haussière, y compris en 15 minutes. D'accord, on vient de prendre le top. Pour l'instant, on va dire, les acheteurs, ce sont eux qui ont le momentum. Les bulls ont la main. Ok. Maintenant, on voit ici que des grosses mains s'amusent à venir prendre ce qui se passe au-dessus et à ouvrir du short. On voit par contre, en revanche, qu'ils ne sont pas à satiété, au sens où dans cette structure, globalement, ça peut aller plus haut, c'est ça que je veux dire. C'est ça que vous avez également quand vous avez des grosses divergences pendant longtemps. Alors, je vais te mettre en 4 heures, pardon. Vous avez des grosses divergences pendant longtemps, le prix ne veut pas venir chercher ses longueurs, mais finalement, ce qu'il se passe, c'est que ça diverge. En l'occurrence, ici, je pense que même en 4 heures, on diverge. Oui. Oui, y compris là, oui, oui. Même en daily, on a des divergences. Là où c'est intéressant, c'est que le momentum est en haut. S'il accepte de ramper en haut, que ça soit sur le momentum index ou le momentum, le stochastique, pardon, est en haut. S'il accepte de ramper en haut, à ce moment-là, on fera un plus haut jusqu'à 39,2, 40 000 $, sans trop de soucis. Par contre, s'il se retourne ici, et ça serait un signal éventuellement en 4 heures, eh bien, ça veut dire retour en bas. Donc, vous le voyez ici, on l'avait quand même assez rapidement reset. Hein. J'aime beaucoup, moi, comment bouge le Stochastic Momentum Index, c'est celui-ci. J'aime vraiment bien comment il bouge. Parfois il est vraiment différent de ce que peut nous dire le stochastique tout court. D'ailleurs je pense qu'en daily il nous donne des informations complètement différentes. Vous le voyez ici. En daily pareil, divergence dans tous les sens. Alors certains pourront vous dire oui mais là aussi j'ai une divergence haussière cachée. Tout à fait. C'est-à-dire que là sous le prix je fais des plus bas qui sont de plus en plus bas. Mais malgré ça en face je fais des plus hauts qui sont de plus en plus hauts sur le prix. Donc ça c'est une div haussière cachée. Oui, mais quand vous avez une vraie div baissière en face, pour moi, c'est quand même elle qui a plus la main. C'est-à-dire que là, en fait, la psychologie d'une div baissière cachée, c'est quoi? D'une div haussière cachée, pardon. C'est quoi? C'est malgré un volume moins important, le prix arrive quand même à faire des plus hauts, d'accord? C'est pour ça qu'elle est cachée, c'est pas une divergence franche, d'accord? La psychologie d'une divergence baissière, c'est je fais des plus hauts, mais les acheteurs s'essoufflent puisque j'ai de moins en moins de momentum. Alors, si on va à 40 000 et qu'on dépasse ces deux points-là en termes de RSI, la divergence sera annulée, hein, on est complètement d'accord. Maintenant, pour moi, cette structure commence vraiment à avoir une gueule baissière, d'autant plus que je vois, mais encore une fois, je peux me tromper, et c'est pour ça que mes tailles de position sont fonction de tout ça, et c'est pour ça que, voilà. Sur le momentum index, vous voyez qu'on diverge encore, y compris en daily, on est toujours en train de ramper en haut. En revanche, sur le momentum normal, vous voyez qu'on a déjà fait la retouche en bas, et qu'on est déjà en train de monter. Donc c'est pour ça que moi, j'aime vraiment bien le momentum index, parce que je trouve qu'il bouge mieux que le stochastique normal. Écoutez, voilà pour la conclusion de cette vidéo. Je pense qu'on va juste faire un petit tour sur le 5 minutes, mais c'est déjà une vidéo très longue de 37 minutes. Aucun problème ici, encore une fois on est haussier, on peut commencer à voir un petit peu, voilà, des choses qui peuvent nous dire, ah bah tiens, ça va corriger. Si jamais on les regarde comme ceci, on va remonter la 1 heure puisque je pense qu'elle a été cassée aussi, et derrière voilà, on va surveiller cette trend, je pense. On va surveiller le niveau également et on pourrait aller le chercher peut-être en 5 minutes. Voilà, quelque part par là, vous voyez, on est même en dessous, on va peut-être prendre un 15. Voilà, le 15, il est littéralement à peu près sur le point qu'on est là. Si on perd ce niveau-là, on peut se dire que ça va au minimum souffler. Hein. Vous voyez qu'il est à peu près sur la 1 heure précédente. On va le mettre ici comme ça et on va le libeller en 15 minutes puisque c'est un 15 minutes. Le 1 heure qui est ici, on va devoir le remonter un petit peu. Voilà, vous voyez qu'il a été clôturé là. Donc ça, c'est pareil. C'est pas une très belle info. Vous vous dites, bon, j'avais un 1 heure qui était là, le prix n'a pas rejeté, il ne m'a pas donné la mèche 1 heure à laquelle je m'attendais, et désormais, je suis obligé de remonter ma 1 heure à peu près dans cette zone-là. C'est jamais une très bonne info à prendre. La 15 minutes qui est là, je pense que c'est celle qu'on vient de mettre. Oui, c'est ça. Et donc voilà. Donc pour moi, signal, perte de cette trend éventuellement, c'est un signal baissier. Perte de ce niveau, donc une ouverture clôture en 15 minutes en dessous de ce niveau, serait un signal baissier. En tout cas, ça nous dirait oui, on a perdu ce niveau-là. On n'est pas juste en train de mécher dessous. Et la défense des bulls ici qui s'était organisée sur toute cette zone-là, hein, c'est ça qu'on regarde finalement. Là, il n'y a que des mèches, il n'y a que des rachats. Ici, les bulls veulent absolument racheter. Si jamais on perd ce niveau, à ce moment-là, ça veut dire que dans la time frame dans laquelle on ne faisait que des mèches, donc c'était systématiquement racheté, les bulls sont en train de finalement perdre un petit peu la main. Voilà.
Haut niveau, le 1 heure ici, si on fait une ouverture-clôture ici en deçà de ça, ça veut dire que cette mèche-là qu'on voit ici, les mecs ont plus de thunes en face, hein, c'est relativement simple. Ici, ils ont défendu, est-ce qu'ils sont capables de défendre encore ou pas? Encore une fois, moi je me base sur la structure globale, celle dans laquelle on est depuis quand même un certain temps dorénavant, c'est-à-dire plusieurs semaines. 9 novembre, oui c'est ça, 3 semaines. À voir, sincèrement, pour le moment en tout cas, ce sont les Bulls qui ont la main, mais est-ce que les Bears ne leur laissent pas la main de manière à mieux manger sur les liquidations des retails qui eux-mêmes sont des Bears? C'est-à-dire, je vous ai expliqué tout à l'heure, la clôture de vos actes de short, etc. Donc, faites vraiment vos tailles de position, et ça c'est super important, en fonction de ce que vous voyez, ok? Là ici, le fait que les vendeurs laissent faire et laissent remonter le prix sans défendre tout de suite, ils ont vraiment un niveau de prix auquel ils agissent et ensuite ils viennent défendre un prix de liquidation, doit vous donner l'information qu'on peut aller plus haut, d'accord? À l'inverse, eh bien ça doit vous donner l'information également que il est peut-être intéressant d'être dans leur équipe. Voilà, après c'est deux informations avec lesquelles vous faites ce que vous voulez, mais c'est la taille de position qui doit être ici ajustée en fonction de ce que vous accordez comme crédit à un scénario ou à un autre, d'accord? En ce moment, on voit pas de short squeeze, pour moi il n'y a pas de short squeeze ici, c'est juste une non-défense des bears sur les niveaux inférieurs, mais qui sont pas réellement, vous voyez, un short squeeze ici, si jamais il y avait plus de vendeurs en face, on serait déjà à 40 000, d'accord? Il y a beaucoup de positions jusqu'à 39,2. Et pour moi, le short squeeze, voilà, il serait de ne pas faire ici un tout petit plus haut, mais d'aller carrément faire une vraie bougie bien péchue au-delà. Donc on peut se dire quelle est la bonne équipe. À partir de là, c'est un choix, en fait. Et c'est pour ça que c'est un choix qui vous appartient. Il n'y a pas nécessairement ici de bonne ou de mauvaise direction. La tendance, effectivement, est en général la bonne direction, en tout cas dans ce qu'on veut rechercher dans du trading, on s'inscrit dans la tendance. Pour moi, ici, ce que je vois dans la structure, et là c'est plus du trading intuitif, ce que je vois dans la structure me dit que ça peut se retourner d'un moment à l'autre. Maintenant, je peux me tromper, encore une fois, et je me suis déjà trompé par le passé. Ce qui m'évite de me tromper, mais d'être trop sûr de mes positions, c'est une forme d'humilité déjà, et dans un deuxième sens, c'est des tailles de position, c'est-à-dire que je vais pas aller chercher, je vais pas ici aller jouer mon compte de trading sur le scénario qu'on va se retourner, je vais jouer 1, 2, 4% en fonction de le professionnalisme de l'entrée, c'est-à-dire à quel endroit je considère qu'il y a vraiment d'énormes chances qu'on se retourne. Voilà pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu, elle était un peu longue, j'en conviens, et j'en suis désolé, mais on a fait beaucoup de price action, on a fait beaucoup de price action dans cette vidéo, j'en conviens. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et en l'occurrence, la question du jour... elle sera sur... j'en ai plein qui me viennent, mais je crois que je les ai déjà posées. Est-ce que... Allez, est-ce que vous êtes plutôt... Est-ce que vous êtes plutôt du matin ou est-ce que vous êtes plutôt du soir? Moi, personnellement, j'ai un coup de pêche le matin et un coup de pêche le soir, en fait. J'ai deux moments où voilà, après, en milieu de journée, je suis plutôt, c'est pas que je suis plutôt oisif, mais voilà, je suis plutôt tranquille. Mais globalement, voilà, j'ai un coup de pêche un peu entre chien et loup à la tombée de la nuit. J'ai un coup de pêche le matin quand je me lève et que, bien sûr, j'ai pris mon café. Je vous laisse là-dessus. On se retrouve demain. Portez-vous bien. Ciao, ciao.